Le train filait à travers les collines arides de la Catalogne, un serpent d'acier impitoyable sous le soleil implacable de l'après-midi. Soudain, un cri perçant déchira le ronronnement monotone des rails. Une femme, le visage tordu par la douleur, s'effondra dans l'allée de la voiture de seconde classe, son ventre proéminent secoué de spasmes. Marion, installée confortablement en première, bondit de son siège comme si un feu l'avait embrassée, ignorant les regards curieux des autres passagers. « Madame. Laissez-moi vous aider », s'exclama-t-elle en français, sa voix rauque d'urgence, tandis qu'elle se frayait un chemin à travers la foule naissante. La femme enceinte leva des yeux hagards, des yeux noisettes noyés de larmes, et murmura d'une voix brisée, « Mon bébé. Il vient trop tôt. » En cet instant, le monde de Marion bascula, ce n'était plus un simple voyage de retour à Barcelone, mais le prologue d'une tempête qui allait emporter sa vie entière. Marion avait 32 ans, une silhouette élancée forgée par des années de randonnée solitaire dans les Pyrénées et des nuits passées à peindre dans l'atelier exigu de son appartement du quartier gothique. Originaire de Toulouse, elle avait fui la France 5 ans plus tôt, lasse des amours éphémères et des jugements familiaux sur son orientation. Lesbienne assumée mais discrète, elle avait trouvé refuge à Barcelone, où les ruelles tortueuses du Barry gothique lui offraient l'anonymat d'une artiste en quête d'absolu. Son dernier roman graphique, une ode aux amours interdites inspirée des poèmes de Verlaine, avait connu un succès modeste en librairies indépendantes, mais c'était son secret, sous couvert d'art, elle exorcismait les fantômes de relations passées, comme celle avec Élise, qui l'avait quittée pour un homme, plus stable. Ce jour-là, en juin, elle rentrait d'un salon du livre à Madrid, épuisée mais exaltée par les rencontres fugaces. Le billet en première classe était un luxe rare, un cadeau de son éditeur parisien pour la motiver. Assise près de la fenêtre, elle esquissait distraitement le profil d'une colline andalouse quand le cri l'avait arrachée à sa rêverie. À présent, agenouillée dans l'allée bondée, elle soutenait la tête de l'inconnu, dont les cheveux noirs, trempés de sueur, collaient à son front pâle. « Respirez, je vous en prie. »« Je suis infirmière de formation », mentit Marion d'un ton autoritaire, bien que ses compétences se limitent à des premiers secours basiques appris lors d'un stage en Espagne. Autour d'elle, les passagers murmuraient en castillan, certains filmant discrètement avec leur téléphone. Le contrôleur, un homme bedonnant à la moustache grise, arriva enfin, radio à la main. « On arrête à la prochaine gare, Valence. Une ambulance est en route. » La femme Adeline, apprit-elle plus tard, serrait la main de Marion comme un naufragé s'accroche à une planche. « Je m'appelle Adeline », souffla-t-elle entre deux hoquets. 28 ans, et déjà ce chaos. Marion, le cœur battant, la guida vers son propre siège en première, ignorant les protestations polies des autres voyageurs. « Prenez ma place. C'est plus confortable ici. Et moi, je reste avec vous. » Le trajet jusqu'à Valence s'étira en une éternité de tension. Adeline, originaire de Lyon, avait fui Paris 3 mois plus tôt, enceinte de 6 mois d'un enfant dont le père, un banquier volage nommé Laurent, avait refusé toute responsabilité après leur rupture explosive. « Il m'a dit que c'était trop compliqué pour sa carrière », confia-t-elle d'une voix tremblante, les yeux rivés sur le paysage qui défilait. « J'ai atterri à Madrid pour un poste de traductrice, mais le bébé. Il décide de tout hâter. » Marion écoutait, fascinée par cette vulnérabilité brute. Adeline était d'une beauté fragile, avec des traits fins hérités d'une lignée provençale, des lèvres pleines qui tremblaient encore de douleur, et une peau olive qui contrastait avec la pâleur de l'effort. Elles parlèrent pendant que le train ralentissait, de la liberté illusoire de l'exil, des nuits blanches à contempler le plafond en se demandant si l'amour valait tant de sacrifices. Marion, pour la première fois depuis Élise, sentit une étincelle, pas du désir pur, mais une tendresse protectrice, comme si cet enfant à naître l'appelait déjà. À Valence, l'ambulance les emporta dans un tourbillon de sirènes. Marion insista pour accompagner Adeline à l'hôpital, prétextant une urgence administrative. Dans la salle d'attente aseptisée, baignée d'une lumière fluorescente impitoyable, elle arpenta le linoléum usé, le téléphone collé à l'oreille pour annuler ses rendez-vous à Barcelone. Des heures plus tard, une sage-femme émergea, sourire aux lèvres. « C'est une fausse alerte. Contraction de Braxton X. Mais elle doit se reposer. »« Vous êtes ?» ?»« Une amie, » répondit Marion sans hésiter, surprise par la fluidité du mensonge.
Adeline, alitée dans une chambre aux murs ocre, leva les yeux vers elle avec une gratitude infinie. Vous avez changé ma journée. Restez pour le dîner? Il y a un petit restaurant catalan juste en face. C'est ainsi que commença leur danse hésitante, au rythme des vagues méditerranéennes. Le restaurant, un bouge enfumé nommé El Phare, surplombait le port avec ses pêcheurs criards et ses odeurs de safran et de mer. Adeline, enveloppée dans un châle trop grand, picorait une paella tandis que Marion commandait 2 verres de cava. À la vie qui nous surprend, porta-t-elle un toast, et leurs regards se croisèrent un instant trop long, chargés d'une électricité naissante. Adeline raconta son passé comme on déballe un coffre aux souvenirs amers, une enfance dans les vignes lyonnaises, un mariage hâtif à 24 ans avec Laurent, rencontré lors d'un gala à l'Opéra de Paris. Il était charmant, ambitieux. Mais l'amour? C'était un mirage. Quand j'ai découvert ma grossesse, il a parlé d'avortement comme d'une ligne comptable. Ces mots, prononcés avec l'accent chantant du Rhône, firent naître en Marion une rage protectrice. Elle, qui avait toujours fui les drames familiaux, se surprit à serrer le poing sous la table. De son côté, Marion se livra à contre-cœur, ses toiles inachevées, ses flirts éphémères avec des galeristes barcelonaises, la solitude qui rongeait ses nuits. Je peins pour ne pas sombrer, avoua-t-elle. Les femmes que j'aime. Elles finissent toujours par partir. Adeline posa sa main sur la sienne, un geste innocent qui envoya une décharge le long de son bras. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré la bonne toile vierge. La soirée s'étira en confidences arrosées de vin, jusqu'à ce que la lune se reflète sur les eaux noires du port. Marion héla un taxi pour Adeline, mais au moment de se séparer, celle-ci murmura « Et si vous veniez à Barcelone avec moi ? Juste pour veiller sur moi jusqu'à l'accouchement. Je ne connais personne là-bas. » Marion hésita, son esprit rationnel protestant contre cette folie. Mais son cœur, ce traître, répondit avant elle, « D'accord. Pour vous. Pour le bébé. » Les jours suivants furent un tourbillon de découvertes. Adeline s'installa dans l'appartement de Marion, un loft aux murs couverts de croquis et de toiles abstraites représentant des corps enlacés dans des tons de bleu et d'ocre. La présence de la future mère transforma l'espace, des bouquets de lavande séchés sur la table, des livres de poésie de Prévert lus à voix haute le soir. Marion, qui n'avait jamais cuisiné pour deux, se mit à préparer des ratatouilles provençales et des tapas improvisés, riant des grimaces d'Adeline devant les anchois trop salés. Leur complicité grandit comme une vigne en plein soleil. Lors de promenades le long de la Rambla, main dans la main pour stabiliser Adeline sur les pavés irréguliers, elle s'arrêtait aux fontaines pour y jeter des pièces, souhaitant en riant un « accouchement sans drame ». Marion apprit à masser le dos courbaturé d'Adeline, ses doigts glissant sur la peau douce avec une tendresse qu'elle n'osait nommer. Et les nuits. Oh, les nuits étaient des confessions murmurées dans l'obscurité, où Adeline avouait ses peurs, et si je ne suis pas une bonne mère? Et Marion, blottie contre elle sous les draps légers, répondait, vous l'êtes déjà. Pour moi aussi. Pourtant, sous cette idylle naissante, des ombres planaient. Un soir, alors qu'elle dînait sur le balcon surplombant la mer, le téléphone d'Adeline sonna. L'écran affichait « Laurent ». Elle pâlit, laissant l'appareil vibrer jusqu'au silence. Il sait pour le bébé. Il veut. Des nouvelles. Marion sentit une jalousie acide lui tordre les entrailles, mais elle se tut, préférant tracer des cercles apaisants sur la paume d'Adeline. Ce n'était que le début des fissures. L'été catalan s'épanouit en une symphonie de couleurs vives et de parfums entêtants, les bougainvilliers roses cascadant sur les balcons, le sel marin porté par la tramontane, les rires des enfants dans les plazas ombragés. Marion et Adeline s'y fondirent comme deux ombres complices, mais la grossesse avançant, les promenades se muèrent en sieste paresseuse sur le canapé usé de l'atelier. Marion, inspirée par cette muse inattendue, peignit frénétiquement, un portrait d'Adeline endormie, le ventre rond comme une lune pleine, les cheveux étalés en halo noir sur l'oreiller blanc. « C'est vous, la véritable œuvre d'art », murmura-t-elle un matin, pinceau en main, tandis qu'Adeline rougissait sous le compliment. Leur intimité s'approfondit lors d'une escapade à Sitges, la ville aux 100 églises et aux plages secrètes prisées par la communauté LGBTQ+. Adeline, alourdie par son 7e mois, s'appuyait sur le bras de Marion pour marcher sur le sable fin de la platja de la Fragata. Le soleil couchant peignait l'horizon en ocre et pourpre, et elles s'assirent sur une serviette rayée,
les pieds dans l'eau tiède. J'ai toujours rêvé d'un amour comme dans les films de Truffaut, confia Adeline, la tête sur l'épaule de Marion. Passionné, chaotique, mais vrai. Et toi? Marion hésita, le cœur serré par un souvenir fugace d'Élise, qu'il avait abandonnée un soir de pluie à Montmartre. Moi, je crois aux silences qui en disent plus que les mots. Aux regards qui promettent sans rien demander. Leurs lèvres se frôlèrent alors, un baiser timide, salé par les embruns, qui scella un pacte muet. Ce n'était pas encore de l'amour, mais une braise qui couvait, prête à embraser tout sur son passage. De retour à Barcelone, la routine s'installa, douce amère. Marion reprenait ses cours de dessin à l'école d'art locale, où des étudiantes aux yeux curieux la taquinaient sur sa colocataire rayonnante. Adeline, freelance en traduction, enchaînait les contrats pour des maisons d'édition madrilènes, mais ses nuits étaient hantées par des appels insistants de Laurent. Il menace de venir chercher le bébé, avoua-t-elle un soir, les yeux rougis par les larmes. Il dit que c'est son droit légal, que je ne pourrai pas l'élever seule. Marion, furieuse, composa un numéro inconnu et hurla en français dans le combiné, « Laissez-la tranquille, ou je vous fais regretter d'être né. » Laurent ricana de l'autre bout du fil, sa voix suave comme du velours pourri, « Et qui êtes-vous, mademoiselle? Sa nouvelle conquête ?» Adeline a toujours eu un faible pour les drames. Le déclic fut un coup de poignard. Cette nuit-là, pour la première fois, elles firent l'amour à entrelacs lents et exploratoires de corps, où les mains de Marion cartographièrent les courbes d'Adeline comme un peintre trace une toile sacrée. « Je t'aime », murmura Marion dans le creux de son cou, et Adeline, les larmes aux yeux, répondit, « Moi aussi. Mais j'ai peur. » La peur devint réalité 2 semaines plus tard. Adeline entra en travail prématuré lors d'une exposition au MACBA, le musée d'art contemporain aux lignes épurées. Marion, qui présentait une série de gravures lesbiennes inspirées de leur histoire, fut arrachée à la foule par un appel paniqué, « C'est maintenant. Viens !» Elles foncèrent vers l'hôpital en taxi, Adeline serrant la main de Marion jusqu'au sang, jurant entre 2 contractions, « Ne me lâche pas. Jamais. » La naissance fut un chaos ordonné, des heures de sueur et de cris dans une salle aux murs vert pâle, où les médecins catalans parlaient un espagnol rapide mêlé d'anglais. Marion, en tenue stérile, tint la main d'Adeline, essuyant son front, murmurant des poèmes de Rimbaud pour la distraire. À 3h47 du matin, sous un ciel étoilé que l'on devinait à travers les vitres, naquit une fille minuscule, rose, avec une touffe de cheveux noirs comme sa mère et des yeux qui s'ouvrirent sur le monde comme des fenêtres sur l'infini. « Élisa », murmura Adeline, épuisée mais radieuse, en la prenant contre elle. Marion, les larmes coulant librement, toucha du bout du doigt la menotte fripée, « Elle est parfaite. Comme vous. » Les premiers jours furent un cocon de joie fragile. L'appartement se remplit de pleurs et de rires, Élisa tétait goulûment, ses petits poings brandis comme des trophées. Marion, qui n'avait jamais envisagé la maternité, se surprit à bercer la petite aux aubes bleues, chantant des berceuses occitanes apprises de sa grand-mère. Adeline, en convalescence, observait ces scènes avec un sourire attendri, mais une ombre grandissait, les messages de Laurent s'intensifiaient, promettant une visite imminente. « Il veut une pension, ou pire, la garde partagée », confia-t-elle à Marion lors d'une nuit blanche. « Mais je ne le laisserai pas rapprocher. Pas après tout ça. » Marion, protectrice farouche, contacta un avocat ami à Toulouse, un ancien amant qui lui devait une faveur. « On va le contrer », assura-t-elle, mais au fond d'elle, une crainte sournoise s'insinuait, et si Adeline, sous la pression, choisissait la stabilité d'un père biologique? Leur amour, si neuf et passionné, résisterait-il à l'orage? L'orage éclata un après-midi pluvieux de septembre. Laurent débarqua sans prévenir à l'appartement, valise à la main, un bouquet de roses fanées comme alibi. « Adeline, ma chérie, soyons raisonnables », lança-t-il d'un ton mielleux en franchissant le seuil, ignorant Marion qui se tenait raide près de la porte. Élisa pleurait dans son berceau, et Adeline, blême, se leva d'un bond. « Que fais-tu ici? Sors !» La confrontation fut un théâtre d'ombre. Laurent, costume impeccable et sourire carnassier, arguait son droit de père, évoquant des promesses d'argent et de villas en Provence. Marion intervint, voix tremblante de rage, « Vous n'êtes rien pour elle. Juste un fantôme égoïste. » Mais Laurent, sentant la faille, se tourna vers Adeline avec une tendresse feinte,
pense à notre fille. À nous. Tu sais que je t'aime encore. Adeline hésita, ses yeux passant de Laurent à Marion, déchirés entre le passé sécurisant et l'avenir incertain. J'ai besoin de temps, balbutia-t-elle, et ce fut comme un coup de couteau pour Marion. Elle quitta l'appartement en claquant la porte, courant sous la pluie battante vers la plage de la Barceloneta, où les vagues se brisaient avec fureur. Assise sur le sable mouillé, elle sanglota, se maudissant d'avoir cru en un miracle. La pluie catalane, rare mais torrentielle, transforma les rues de Barcelone en rivière boueuse, et Marion erra comme un spectre jusqu'à l'aube, trempée jusqu'aux os, le cœur en lambeaux. Elle avait fui, non par lâcheté, mais par une peur viscérale de revivre l'abandon d'Élise, cette sensation d'être une parenthèse, un interlude passionné avant le retour à la norme hétérosexuelle. À l'aube, épuisée, elle s'effondra dans un café du Born, commandant un cortado amer qui ne dissipa pas le froid en elle. Son téléphone vibrait sans relâche, des messages d'Adeline, suppliant. « Reviens. S'il te plaît. » C'était une erreur. De retour à l'appartement, l'air était lourd de reproches muets. Laurent avait filé à l'hôtel Majestic, jurant de revenir avec des papiers légaux. Adeline, Elisa endormie contre elle, leva des yeux implorants. Je l'ai renvoyé. Définitivement. Mais il a raison sur une chose, je ne peux pas tout porter seule. Marion, encore blessée, s'assit à distance, les bras croisés. Et moi? Suis-je juste une béquille, Adeline? Une passagère dans ta vie, comme ce train où tout a commencé? Les mots jaillirent alors, un torrent de vérité nue. Adeline confessa sa panique, la solitude de la maternité, la tentation fugace de la sécurité que Laurent offrait, même empoisonnée. Mais je t'aime, Marion. Pas comme une amie, pas comme une sauveuse. Comme la femme qui a rallumé mon âme. Elles pleurèrent ensemble, puis s'enlacèrent, leur corps se retrouvant dans une étreinte fiévreuse qui balaya les doutes. Elisa se réveilla en gazouillant, comme pour sceller leur réconciliation. Pourtant, le conflit s'envenima. Laurent, piqué au vif, engagea un cabinet d'avocats madrilène spécialisé en droit familial. Les audiences commencèrent dans un tribunal aux colonnades austères de la Via Letana, où l'air sentait le vieux bois et les ambitions rances. Marion, témoin clé, témoigna de la stabilité qu'Adeline avait trouvée à Barcelone, les nuits paisibles, les promenades au parc Güell, la toile inachevée sur le chevalet représentant leur trio improbable mère, amante, fille. Adeline n'est plus la femme brisée que vous avez laissée, lança-t-elle à Laurent lors d'une pause, ses yeux verts flamboyants. Il ricana, lesbienne et artiste? Un cliché pathétique. Elle reviendra quand la réalité la rattrapera. Les semaines suivantes furent un calvaire émotionnel. Adeline, stressée, sombra dans une dépression postpartum, passant des heures à fixer le plafond, Elisa en pleurs sur ses genoux. Marion, déchirée entre son atelier et les consultations médicales, peignit avec rage, une série d'œuvres sombres, des corps féminins entrelacés par des chaînes invisibles, exposés anonymement dans une galerie underground du Raval. Les critiques parlèrent d'une « explosion cathartique », mais pour Marion, c'était un cri de détresse. La trahison frappa comme un éclair lors d'une nuit d'octobre venteuse. Adeline, épuisée par une audience où le juge avait penché pour une garde alternée, dans l'intérêt de l'enfant, craqua. Sous l'emprise du désespoir, elle appela Laurent en secret, cherchant un répit, un dialogue. Il en profita, se présentant à l'appartement avec des fleurs et des promesses. « Viens avec moi à Paris. On recommencera. Elisa aura un père. » Adeline, faible, le laissa entrer, et ils parlèrent des heures, riant même de souvenirs passés. Marion, rentrée plus tôt d'une soirée de dédicace, surprit la scène depuis le seuil, Adeline, un verre à la main, touchant l'épaule de Laurent avec une familiarité qui la transperça. « Traîtresse » hurla Marion, jetant son sac au sol. La dispute éclata, un ouragan de mots acides, accusations de manipulation, de fuite, d'amour fin. Adeline, en larmes, balbutia, « Je ne sais plus qui je suis. » Tu veux tout de suite l'amour, la famille, l'éternité. Mais moi, je suis terrifiée. Laurent, opportuniste, en profita pour glisser, elle a besoin de normalité, pas de tes illusions bohèmes. Marion, brisée, s'enfuit à nouveau, cette fois vers les hauteurs de Montjuic,
où les canons rouillés veillaient sur la ville endormie. Là, sous les étoiles indifférentes, elle envisagea l'impossible, quitter Barcelone, effacer cette parenthèse douloureuse. Le lendemain, le tribunal rendit son verdict intermédiaire, garde temporaire partagée, avec Laurent obtenant des week-ends à Madrid. Adeline, rongée par la culpabilité, tenta de se suicider en avalant une poignée de somnifères, Elisa hurlant dans son berceau. Marion, alertée par une voisine, arriva à temps pour l'emmener aux urgences. Dans la chambre d'hôpital, baignée d'une lumière crue, Adeline murmura d'une voix éteinte, « Pardonne-moi. Je t'ai trahi parce que j'ai peur de t'aimer autant. » Marion, veillant à son chevet, sentit son monde s'effondrer et se reconstruire à la fois. « Nous allons nous battre, ensemble. Pour elle. Pour nous. » La guérison fut lente, un chemin pavé de thérapie et de nuits blanches. Marion annula son exposition parisienne pour se consacrer à Adeline, apprenant les rudiments de la psychologie infantile auprès d'une pédopsychiatre catalane. Elles rejoignirent un groupe de soutien pour mères célibataires et couples LGBTQ+, à l'association Lambda, où des histoires similaires amour défiant les normes, familles recomposées leur redonnèrent espoir. Elisa, avec ses premiers sourires, devint leur ancre, un rappel que la vie, malgré ses tempêtes, offrait des arcs-en-ciel. Mais Laurent ne renonça pas. Il lança une offensive médiatique discrète, contactant des tabloïds français pour dépeindre Adeline comme une mère instable influencée par un milieu décadent. Les articles fusèrent, venimeux, de l'adultère au scandale lesbien, l'histoire tragique d'une Parisienne en exil. Marion, outrée, contre-attaqua par l'art, une performance publique sur la plage de la Barceloneta, où elle brûla symboliquement des lettres d'amour fictives, criant au micro, « L'amour n'a pas de genre, pas de loi. Il est libre, comme la mer. » La foule, émue, applaudit, les réseaux sociaux s'enflammèrent, transformant leur drame en cause nationale. Le point de non-retour survint lors d'une audience finale, en novembre, sous un ciel gris de sirocco. Laurent, arrogant en son costume sur mesure, présenta des faux témoignages d'amis payés pour attester de l'instabilité d'Adeline. Mais Marion, préparée par son avocat, produisit des enregistrements, des appels où Laurent avouait son indifférence au bébé, des mails méprisants. Le juge, une femme aux lunettes sévères nommée Rosa, fronça les sourcils, « Monsieur, votre paternité semble plus motivée par le contrôle que par l'amour. » Le verdict fut un triomphe, garde exclusive à Adeline, avec visite supervisée pour Laurent. Pourtant, la victoire avait un prix. Adeline, marquée par la trahison mutuelle, confia à Marion lors d'une veillée au chevet d'Elisa, « J'ai failli tout détruire. Comment peux-tu encore m'aimer ?» Marion, les yeux brillants, répondit, « Parce que l'amour vrai n'est pas un contrat sans tâche. C'est une danse imparfaite, où l'on tombe et se relève. » L'hiver enveloppa Barcelone d'un manteau de brume marine, adoucissant les angles acérés de la Sagrada Familia et transformant les fontaines de la Ciutadella en miroirs argentés. Marion et Adeline, libérées du joug judiciaire, entamèrent une reconstruction patiente. L'appartement du Barry gothique devint un sanctuaire, des guirlandes de lumière tamisées pour les nuits d'insomnie d'Elisa, un coin atelier où Marion peignait des portraits familiaux, Adeline riant aux éclats, Elisa babillant avec un hochet en forme d'étoile. Adeline, remise de sa dépression grâce à une thérapie cognitivo-comportementale, reprit son travail de traduction, cette fois pour des éditeurs queer parisiens qui voyaient en elle une voix authentique. Leur amour, jadis fiévreux et incertain, mûrit en une tendresse profonde, ancrée dans les gestes quotidiens. Le matin, Marion préparait un petit déjeuner de croissants frais du boulanger du coin et de chocolat chaud, tandis qu'Adeline chantait des comptines françaises à Elisa, sa voix de soprano emplissant l'air d'une douceur provençale. Les soirées étaient consacrées à des promenades au parc de la Ciutadella, où elle s'asseyait sous les platanes centenaires, Elisa gazouillant sur un plaid écossais. « Regarde là », murmurait Marion, effleurant la joue potelée de la petite. « Elle a tes yeux. Et mon entêtement, j'espère. » Laurent, vaincu, se retira dans l'ombre, acceptant les visites sporadiques sous surveillance, où il offrait des jouets mécaniques avec une maladresse touchante. Un jour, lors d'une rencontre au parc, il s'approcha de Marion, le regard adouci par le temps, « Je me suis trompé. Profondément. Merci de l'avoir protégée. » Elle hocha la tête, sans rancune, l'amour n'efface pas les blessures, mais il les transforme en leçons.
La catharsis arriva au printemps, lors du vernissage de l'exposition de Marion au Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona. Intitulée « Passagères du cœur », elle retraçait leur odyssée, du train fatidique aux nuits d'hôpital, des trahisons aux rédemptions, en toile vibrante de bleu méditerranéen et de rouge passionné. Adeline, Elisa dans les bras, se tenait fière au premier rang, ses yeux noisettes pétillants de larmes contenues. Quand Marion, micro en main, dédia l'œuvre « À la femme qui m'a appris que l'amour n'est pas un don, mais un choix quotidien », la salle applaudit dans un tonnerre d'émotion. Les critiques français, conquis, parlèrent d'un « manifeste humaniste » imprégné de l'esprit de Colette. Pourtant, la vie, dans sa sagesse cruelle, réservait une ultime épreuve. Lors d'un contrôle médical de routine, les médecins découvrirent une anomalie chez Elisa, une malformation cardiaque congénitale, mineure mais nécessitant une opération à Paris. Adeline paniqua, revivant les ombres du passé, mais Marion, inébranlable, organisa tout, billets d'Eurostar, rendez-vous au Necker Enfants Malades, un réseau d'amis toulousains pour l'hébergement. Nous traversons ça ensemble, assura-t-elle, serrant Adeline contre elle sur le quai de la gare de Sens. Comme au début, sur ce train maudit. L'opération fut un succès. Elisa, minuscule guerrière de 8 mois, s'en sortit avec une cicatrice en forme d'étoile sur la poitrine, symbole de leur résilience collective. À Paris, sous les platanes des Champs-Élysées, elles se marièrent civilement lors d'une cérémonie intime, entourées de quelques amis pas de famille traditionnelle, mais d'une tribu choisie, l'avocat de Toulouse, la pédopsychiatre catalane, des artistes barcelonais. Adeline, en robe ivoire fluide, glissa une alliance en or blanc au doigt de Marion. « Tu as cédé ta place ce jour-là, et tu m'as donné la mienne. Pour toujours. » De retour en Espagne, leur vie s'épanouit en un équilibre harmonieux. Marion publia un roman graphique basé sur leur histoire, best-seller dans les cercles littéraires parisiens, tandis qu'Adeline lança un blog sur la parentalité queer, touchant des milliers de femmes en quête de visibilité. Elisa grandit, apprenant à marcher sur les pavés irréguliers du gothique, babillant en un mélange de français, catalan et espagnol, un pont vivant entre leurs mondes. Un soir d'été, 2 ans après leur rencontre, elles revinrent sur la plage de Sitges, Elisa trottinant entre elles, ramassant des coquillages roses. Le soleil se couchait, peignant la mer en or liquide. Marion s'agenouilla, un nouveau croquis à la main, un portrait d'elle trois, enlacé sous un ciel étoilé. « C'est notre histoire, dit-elle. » Adeline, les yeux humides, l'embrassa doucement, et elle n'est pas finie. Juste commencé. Dans le crépuscule, alors qu'Elisa riait en jetant un galet dans les vagues, Marion comprit enfin, ce bébé, né d'un hasard ferroviaire, n'avait pas seulement changé sa vie. Il l'avait complétée, tissé un fil d'or entre passé et avenir, entre solitude et plénitude. L'amour, songea-t-elle, n'était pas une concession de siège, mais une danse éternelle sur les rails de l'existence imprévisible, douloureuse, infiniment belle.